Bonjour, bienvenue. Bienvenue à cette session d'information sur le plan d'investissement pour l'électricité. Alors, je vais partager la présentation. Voilà. Donc, bienvenue à notre webinaire de présentation des plans d'investissement d'électricité de Sibelga, qui sont donc organisés dans le cadre de notre consultation publique. Mijn naam is Adeline Morenhout en ik ben verantwoordelijk voor de communicatie bij Bruegel. Ik zal dit webinar orchestreren. Alors, avant de commencer, je me permets de rappeler quelques règles par rapport au déroulement de la présentation. Donc, tout d'abord, on enregistre ce webinaire et donc on mettra la vidéo à disposition sur notre site par la suite. Als deelnemer kunt u dus wel de presentatie zien en horen, maar kunt u niet vocaal ingrijpen. U kunt natuurlijk schriftelijk vragen stellen via de rubriek Q&A aan de rechterkant van uw scherm. Uw vragen worden gepubliceerd en zijn dus zichtbaar voor alle deelnemers. Vermeld bij het schrijven van uw vraag uw naam en of de naam van het bedrijf waarvoor u werkt. Vous avez également la possibilité de liker les questions des autres participants. Attention, donc s'il devait y avoir trop de questions, on traiterait en priorité les questions qui ont récolté le plus de likes. Mais on va quand même faire on va mettre tout en œuvre pour pouvoir répondre à toutes les questions posées. Er zijn een vraag- en antwoordsessie gepland na de presentatie van het elektriciteitsplan. Alors, point de vue agenda, Bruegel va d'abord faire une petite rapide introduction et remettre en contexte la démarche. Daarna geven we het woord aan Sibelga voor de presentatie van het elektriciteitsplan en we sluiten de sessie af met een tijdslijn. Je vais donc donner la parole à mon collègue Farid Fodil Pacha, qui est responsable du service marché et réseau. Merci Adeline. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui, comme chaque année, et en cette période de l'année, pour vous présenter les propositions de projets de plan d'investissement de Sibelga, notre gestionnaire de réseau distribution d'électricité et de gaz à Bruxelles. Comme introduction de projet, je vais aborder deux points importants. D'abord, les aspects organisationnels de la consultation publique qui a été lancée sur le site web de Bruegel. Donc, je vous invite déjà à consulter la page dédiée à cette consultation publique. Vous allez trouver tous les documents utiles qui sont publiés, notamment les plans d'investissement, les notes d'accompagnement et surtout des questionnaires que nous invitons à les remplir pour apporter vos contributions, vos suggestions, vos questions sur les plans proposés. Ensuite, je vais aborder comment Bruegel traite ces propositions de plan d'investissement avant de rendre son avis au gouvernement qui, in fine, décide d'approuver ou de refuser ces propositions de plan d'investissement. Pour ce qui concerne l'organisation, d'abord, sur le plan légal, c'est les ordonnances électricité et gaz qui encadrent la procédure de traitement de tout le processus d'introduction et de traitement de ces projets de plan d'investissement. Bruegel reçoit avant le 31 mai de chaque année des propositions de plans d'ILIA et des Sibelga, chacun pour ce qu'il concerne. Sur la base de ces propositions, Bruegel organise des consultations publiques envers les administrations et aussi les utilisateurs actuels et potentiels du réseau distribution. La consultation peut concerner certains aspects du plan d'investissement. Pour ce qui concerne les modalités pratiques d'organisation de ce processus de consultation, nous avons convenu avec les opérateurs, donc ILIA et Sibelga, de publier l'ensemble des plans d'investissement sur une période de consultation d'1 mois. Par souci de transparence et de proactivité, nous avons demandé aussi aux opérateurs de publier des notes d'accompagnement pour vulgariser les plans proposés, notamment pour permettre aux utilisateurs de réseau de comprendre et de saisir les finalités de ces projets de plans, mais aussi les enjeux auxquels ces propositions de plans propose d'y contribuer et de les réaliser.
Toujours dans le souci de transparence et de vulgarisation, nous avons proposé aussi à Sibelga aujourd'hui d'organiser une journée de présentation, un webinaire de présentation de son plan pour l'électricité. On vous fixe rendez-vous pour jeudi pour présenter celui du réseau de gaz. Donc, bien évidemment, compte tenu du contexte, on a opté pour la formule webinaire, mais on espère qu'un jour, on va organiser une présentation présentielle. Maintenant, comment Brugel traite ses propositions de plan d'investissement? Ici, on schématise un peu la vision de Brugel, qui est une vision intégrée qui s'articule autour de 3 aspects importants. D'abord, Brugel réalise un examen d'opportunité de ces propositions de plan d'investissement. D'abord, au regard de leur respect au cadre légal en vigueur, les ordonnances électricité et gaz en particulier, mais aussi par rapport à la capacité de ces réseaux à répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs et aussi par rapport aux exigences du marché. Brugel aussi examine la capacité des réseaux à répondre aux objectifs de qualité de fourniture, donc nombre d'interruptions, leur durée, leur fréquence, qui ont été fixés par les gestionnaires de réseau. D'ailleurs, dans ce cadre, Brugel rend chaque année un avis sur la réalisation de ces objectifs. Toujours dans le cadre de ses compétences, notamment tarifaires, Brugel examine aussi les propositions de plans d'investissement en regard à leur impact sur les tarifs et donc sur la facture finale des utilisateurs bruxellois. Il s'agit d'un processus long terme, notamment qui vise à transformer les réseaux de distribution en réseaux intelligents. Brugel est convaincu que les réseaux intelligents sont essentiels pour la réussite de la transition énergétique qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Comme vous le savez, notre région a des objectifs ambitieux pour la transition énergétique qui va apporter beaucoup plus de production décentralisée, des nouvelles charges flexibles, des véhicules électriques, des batteries stationnaires et d'autres charges flexibles avec le transfert et l'électrification des appareils de chauffage c'est tout cela dans un processus continu et parfois itératif parce que ces projets de plan d'investissement sont remis à jour annuellement. Et enfin aussi, cette vision s'inscrit dans un processus progressif pour limiter l'impact tarifaire et donc l'impact sur la facture finale des utilisateurs bruxellois. Voilà comme introduction. Je passe la parole à ma collègue pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup Farid. Ben donc du coup, moi aussi, je vais passer la parole directement à Sibelga, qui va donc nous faire la présentation du plan d'investissement électricité. Voilà. Dank u wel. Allen van harte welkom op de voorstellen van onze investeringsplannen 2022-2026. Laat mij even de ploeg van Brugel toch bedanken, omdat zij ons in deze moeilijke tijden toch ook de gelegenheid geven om onze voorstellen toe te lichten en eventuele vragen daarover te beantwoorden. Avec l'aide de mon collègue Alexandru Ofrim, je présente aujourd'hui le projet plan d'investissement pour le réseau de distribution électricité pour les 5 prochaines années. Une version définitive sera proposée à Brugel vers le 15 septembre. Moi, je suis Johan Poets, je suis responsable en Sibelga pour les investissements et la maintenance, ce qui veut dire l'établissement de ces plans d'investissement, mais aussi le suivi de leur exécution et la planification des réseaux à long terme. Nous présenterons notre projet de plan d'investissement après une brève description de la vision de Sibelga pour Bruxelles pour 2050 et la mission de Sibelga dans cette évolution. Et le projet de plan d'investissement gaz vous sera présenté dans 2 jours. Ten einde de presentatie vlot te laten verlopen,
zullen wij ook de vragen die eventueel gesteld worden beantwoorden op het einde van de presentatie. La mission de Sibelga est d'être le partenaire des Bruxellois, un partenaire de confiance qui vise à améliorer la qualité de leur vie en apportant des solutions fiables, innovantes et durables. L'évolution de la vie des Bruxellois et leur communauté sera, selon la vision de Sibelga, évolutive en 3 axes importants. De eerste ontwikkeling op korte termijn is de groei van passiefbouw. De impact op de verbruiken, zowel in piek als in verbruik zelf, is evident, of lijkt evident, maar is toch nog niet zo gemakkelijk voorspelbaar. We mogen ook niet vergeten dat er verschuivingen verwacht worden tussen gas en elektriciteit. Maar we mogen ook de mogelijkheden van gas of de ontwikkelingen van biogas, groen methaangas en zelfs synthetische gassen niet vergeten, wat een eventuele transformatie kan uitstellen. De impact op de netten is daarom nog niet heel duidelijk. Un tweede as, ou un deuxième développement attendu, est l'augmentation des productions décentralisées. Monsieur Farid en a déjà parlé. Mais cette donc, depuis quelques années, plus de 2 ans déjà, nous voyons un développement énorme de cellules photovoltaïques à Bruxelles. Et le challenge est plutôt l'intermittence de ces productions et la consommation. Donc la synchronisation de la consommation et de la production, ainsi que la question sur la continuité des productions, ce qui nécessite l'utilisation d'autres sources que le soleil et le vent, voire éventuellement la nécessité de stockage de l'énergie, produite à des moments de creux de consommation, pose de nouvelles contraintes pour les réseaux, voire même une nécessité de les gérer plus dynamiquement en temps réel. Enfin, l'axe du transport se développera de plus en plus vers un transport en commun ou des voitures électriques partagées. Le nombre de véhicules en 2050 est une question non répondue à ce moment, ainsi que le besoin en nombre de points de recharge, ou la question si nous devons renforcer nos réseaux ou pas, ou faire appel à la flexibilité, à des produits de flexibilité. Ces 3 évolutions nous poussent donc à transformer nos réseaux en réseaux smart et de suivre tous les développements des nouvelles technologies et sources d'énergie. Et afin de pouvoir préparer nos réseaux au mieux à ces nouvelles contraintes, nous préparons en 2021 la mise en place d'outils pour soutenir ce développement à long terme. Dans ce trajet, nous avons 6 engagements. Vous les voyez ici sur l'écran et je voudrais mettre simplement l'accent sur la sécurité avant tout. Nous travaillons avec des énergies, des installations sous tension ou sous pression. Et de ce fait, les travaux sur les réseaux nécessitent une formation et un comportement particulier de notre personnel. Un comportement axé sur la sécurité et le respect des prescriptions techniques et des méthodes de travail adaptées. Je voudrais passer maintenant au plan d'investissement, mais avant de passer la parole à Alexandre Offring, je veux présenter en bref comment nous établissons nos plans d'investissement et quel est le contenu de ces plans. De plannen hebben een dubbel doel. Voor eerst voorzien we investeringen om de doelstellingen van Sibelga in zaken de kwaliteit van zijn netten te realiseren. Ik bedoel daarmee uitbatingskosten beheersen, het waarborgen van de veiligheid, zoals ik de nadruk al opgelegd heb, het waarborgen van de conformiteit met wettelijke voorschriften en het realiseren van nieuwe aansluitingen, netversterkingen en netuitbreidingen die daarvoor nodig zijn.
Een tweede ax zijn investeringen om de strategische objectieven van Sibelga te bereiken op het gebied van de activiteiten van Sibelga zelf, maar ook de netten voorbereiden op de toekomst en de assets in de netten voorbereiden op de toekomst. Onze investeringsplannen, of het asset management zoals we het noemen, de processen die we daarvoor gebruiken zijn gebaseerd op de norm ISO 55000. Dat is een norm specifiek voor het beheersen van assets. Wij zijn wel niet gecertificeerd. Het opstellen van de plannen is een cyclisch proces. Is een cyclisch proces dat we elk jaar herhalen, dus een klassiek 4 stappen plan, dus check, adjust, plan en do. En het spreekt vanzelf dat het plan het eindpunt is waarin dat wij ons investeringsplan gaan schrijven. We starten met de check, ik heb het al aangehaald op 3 punten, de strategie van Sibelga. Hoe ver staan we daarbij? Wat zijn onze netten? Evolueren ze in de goede zin? Maar ook de staat van onze assets. Dus we kijken naar het aantal defecten, naar eventuele overbelastingen in de netten of andere problemen. Ook naar de wettelijke conformiteit van onze assets, maar ook met de regels, de designregels die we onszelf opleggen. En dan kijken we ook naar de evolutie van de externe aanvragen, nieuwe meters, nieuwe aansluitingen, verhogen van vermogen en dergelijke meer. Daarbij horen ook evoluties in wetgeving en technologische voorschriften. Het jaarlijks doorlopen van dat proces waarborgt dat wij eigenlijk een vrij stabiele investeringsplan hebben. Er zijn geen al te grote verschuivingen tussen verschillende jaren. In de vorige investeringsplannen was er wel een verhoging vanaf 2023 of een significante verhoging vanaf 2023, omdat wij een project Smart Meter hadden, een rollout Smart Meter, maar daar komen we straks later op terug. Die stabiliteit in de investeringsplannen is nodig. En ook tijdig voorzien van eventuele evoluties is nodig. Omdat wij resources moeten voorzien, eventueel mensen opleiden, anders gaan opleiden en ook de budgetten moeten gaan voorzien. Dat verklaart dus ook al, u zal het straks zien, dat er geen al te grote verschillen zijn tussen het investeringsplan dat wij nu voorstellen en het investeringsplan van vorig jaar. Het investeringsplan zelf lezen vindt daarin een 7-tal hoofdstukken. Een eerste algemene inleiding en een tweede een lijst van definities en verklaringen, gevolgd door 3 hoofdstukken over de situatie van ons net. Hoofdstuk 3 geeft een evaluatie van wat wij het jaar ervoor gedaan hebben ten overstaande van wat we voorzien hadden. 4 en 5 geven dan de situatie van onze assets, 4 interne vaststellingen, defecten die er geweest zijn, evoluties in die defecten en dergelijke meer. En 5 gaat dan kijken naar de impact van de omgeving op onze netten. Daarbij komen natuurlijk de verhoging van belastingen, specifieke projecten die er zijn, evoluties, algemene evoluties zoals de demografie in Brussel, evolutie van elektrische voertuigen en dergelijke meer. Hoofdstuk 6 geeft dan een kleine omschrijving van de doelstellingen van Sibelga in zaken kwaliteit van de netten en de strategische beslissingen die genomen zijn om die netten voor te bereiden op de toekomst. Om dan uiteindelijk in hoofdstuk 7 een overzicht te geven van de belangrijkste investeringen in de volgende 5 jaar en een focus op het eerste van die 5 jaar en dat eigenlijk ons budget voor volgend jaar is. Zo, dan laat ik nu het woord over aan Alexandru om de elektriciteitsnetten even voor te stellen, als ook de capaciteit van die netten en de kwaliteit van de geleverde spanning en de algemene investeringsprogramma's die wij voorzien om die kwaliteit op peil te houden, laat staan te verbeteren waar nodig. Alex. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Ofrim. Je travaille en Investment et Maintenance Management Électricité. L'activité de ce service est structurée suivant 3 axes. Le développement du réseau moyenne tension à long terme, y compris l'intégration de nouvelles consommations ou productions dans le réseau. Donc, on parle des clients à partir de 1 MVA.
la conception et le plan directeur à long terme du réseau moyenne tension, y compris la rénovation du poste, remplacement des câbles et le plan protection. Un deuxième axe, c'est l'établissement des critères d'investissement et de politique d'investissement dans le réseau électricité. Et le troisième volet, c'est toute la partie support pour les activités opérationnelles, donc en cas d'incident majeur, donc établissement des plans de délestage pendant les incidents ou pour des travaux planifiés. Donc, comme Yohan disait tout à l'heure, je vais présenter la partie concernant la conception des réseaux de distribution à Bruxelles, les aspects liés à la sécurité et à la continuité d'alimentation, ainsi que l'évolution de la qualité de la fourniture, donc de l'alimentation. Donc, une courte présentation du réseau de distribution d'électricité. Le schéma reflète d'une manière simplifiée la conception des réseaux de décibels-GA. Le réseau de distribution moyenne tension est alimenté aujourd'hui par ILIA en 36 ou 150 kV. L'interface se situe au niveau des points de fourniture, donc au poste de fourniture, au nombre de 46 à Bruxelles. Les postes sont alimentés, ils ont une tension de distribution en 11 kV, qui est le standard sur le réseau bruxellois. Toutefois, il y a encore 7 postes sur les 46 raccordés sur le réseau 6 kV et 5 kV. Un projet commun avec ILIA est en cours, donc il y a d'ailleurs 2 postes qui ont été migrés, si je peux utiliser ce terme-là, vers le réseau 11 kV. Et un plan détaillé à l'horizon 2030 a été établi pour faire évoluer tout ce réseau vers le 11 kV. À partir de points de fourniture, Sibelga alimente soit des postes de répartition par plusieurs câbles en parallèle, soit des cabines de transformation moyenne tension, basse tension appartenant à Sibelga ou appartenant à l'utilisateur de réseau, ce qu'on appelle les cabines clients. Les postes de répartition sont des cabines importantes, la même typologie que le point de fourniture, délocalisées dans le réseau. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'injection ILIA dans ces postes. Donc, en fait, on extrapole une partie de la puissance garantie qui est mise à disposition au niveau du point de fourniture, au niveau des postes de répartition. Actuellement, il y a environ 80 postes de répartition sur le réseau de Sibelga, 86, je pense plus précisément. Donc, qui alimente un réseau moyenne tension d'environ 2200 km, qui est exclusivement en souterrain. Les cabines appartenant à Sibelga, un nombre de troncs sont raccordés soit dans un réseau radial et pour humilier donc ces cabines, donc une télécommande est prévue, donc ce qui permet à Sibelga d'intervenir à distance en cas d'incident ou en cas de manœuvre programmée. Les cabines appartenant à l'utilisateur du réseau sont au nombre de 2700 et elles appartiennent à l'utilisateur du réseau. Au secondaire des transformateurs de distribution, on va retrouver le réseau basse tension qui est constitué d'une petite partie des câbles aériens, donc environ 18 km, et 4200 environ kilomètres en souterrain. Les câbles sont connectés à des armoires basse tension ou des boîtes souterraines et à partir de ce point de sectionnement, on part avec des câbles, soit des raccordements, ce qu'on appelle entre guillemets en terminus, spéciaux pour des clients importants, soit des branchements, des raccordements standards pour l'alimentation des maisons individuelles ou des immeubles, ou pour l'alimentation de l'éclairage public, des bords de recharge, stations vélo, etc. Le nombre de raccordements sur le réseau basse tension tourne alentour de 212 000. Et sur le réseau basse tension, il y a également un nombre de 700 et 2000 compteurs basse tension et environ 7000 compteurs moyenne tension, donc qui se retrouvent dans les cabines appartenant aux clients ou des cabines ou des compteurs basse tension assimilés à la haute tension. Donc, si je dois résumer la typologie du réseau des Sibelga, c'est un mix entre des réseaux maillés ou des postes de répartition alimentés par des câbles en parallèle et des réseaux en boucle ouverte ou radiale où le point de bouclage est prédéfini en tenant compte de toute une série de paramètres. Donc, sur le slide suivant, vous avez un peu en détail les chiffres que je viens de préciser tout à l'heure pour les AC des Sibelga, donc je ne veux pas
les répéter ici. Et donc, c'est une description détaillée des principaux assets sur le secteur de Sibelga. La sécurité d'alimentation et l'évolution de la consommation sur le réseau de Sibelga fait l'objet des analyses qui sont réalisées annuellement. Et ce qu'on constate depuis plusieurs années, une diminution à la fois de la consommation, mais aussi de la pointe globale de Sibelga. Sur le graphique de droite, donc, on voit les deux courbes, donc en bleu et en brun, je pense, que j'ai un problème avec les couleurs, mais brun, et donc qui représente l'évolution de la pointe des Sibelga. Donc la première valeur, c'est la pointe des Sibelga, qui est la somme entre la pointe enregistrée au niveau des transformateurs, mais aussi la pointe synchrone apportée par les productions. Et la valeur que vous voyez en brun, ça représente la pointe enregistrée seulement au niveau des transformateurs d'Elia. Et donc, on voit que en 2020, les productions ont amené 14 environ MVA à la pointe et qu'on constate une diminution depuis plusieurs années. Ces diminutions s'expliquent d'une part par un effacement de la charge de quelques clients importants. Donc, il y a plusieurs bâtiments qui sont en rénovation depuis plusieurs années. Mais très particulièrement en 2020, on constate fortement l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique en général. Depuis plusieurs années, on constate également l'effet de toutes les mesures en termes d'efficacité énergétique qui sont prises lors de la rénovation des bâtiments, etc. Donc, il y a un impact sur cette évolution. À noter que dans ces cas-ci, on ne connaît pas l'ensemble des productions qui sont autoconsommées. Donc, ici, on tient compte, donc on peut quantifier l'apport de production qui présente un contrat d'injection. Et sur cette base-là, on peut évaluer quelle est la participation à la pointe. Alors, comme chaque année, Sibelga évalue deux aspects concernant les points de fourniture en concertation avec Elia. La pointe validée, donc ce qu'on appelle la pointe en situation normale d'exploitation d'un poste. Et cette pointe validée ne tient pas compte des transferts provisoires de charges qui sont faits soit pendant les travaux, soit pour des raisons d'incident. Et le deuxième volet qui est analysé, c'est l'évolution de la charge par poste pour les 5 prochaines années. Donc, le premier graphique montre cette évolution. À noter que l'évolution est basée sur les demandes des clients ou les études d'orientation et que l'évolution, le taux de pénétration des véhicules électriques, par exemple, ou d'autres produits de flexibilité ne sont pas pris en compte à ce stade-ci. Donc, ce type d'analyse fait l'objet d'une réunion annuelle avec Elia. Donc, on s'aligne sur les prévisions des charges par poste et les cas échéants. On réalise ce qu'on appelle les études conjointes pour les postes pour lesquels une saturation est identifiée. Donc, le graphique réalisé cette année-ci montre que pour 3 points de fourniture, la puissance garantie sera dépassée à court et moyen terme. Mais tous ces cas ont été analysés avec Elia et les solutions communes ont été définies. Et ces solutions concernent des renforcements de postes pour 2 de ces 3 postes-là, mais également des transferts des charges qui sont prévus par le GRD vers des postes où la puissance garantie est suffisante et où la charge se trouve dans la zone d'influence de ce poste. Un deuxième aspect concernant l'analyse de la capacité des assets, c'est une analyse annuelle, mais aussi en continu lors des demandes ponctuelles, des taux de charge sur les assets de Sibelga, sur les assets de moyenne tension. Dans ces cas-ci, le graphique en dessous qui montre l'évolution de la charge sur le maille. Donc, c'est la structure maillée qui est une structure rencontrée dans le réseau de Sibelga. Donc, c'est plusieurs postes de répartition qui sont interconnectés par des câbles de forte section. Et donc, sur les 26 mailles existants, donc, on constate que la validité est calculée lorsqu'on perd un élément, et donc tous les autres câbles sont dimensionnés pour réalimenter automatiquement la charge sans interruption de la fourniture. On constate que le taux de validité elle est toujours situé en dessous de 75%, donc la réserve sur cette maille est à ce stade-ci suffisante. Donc, on constate 3 mailles seulement pour lesquelles ces valeurs sont situées au-delà de 75%.
en tenant compte de l'évolution de la charge et de la validité des mailles, il n'y a pas d'investissement spécifique de renforcement nécessaire dans le présent plan d'investissement. De la même manière, Sibelga réalise la validité des boucles, donc les systèmes en boucle ouverte ou radiale, et il n'y a aucune boucle qui a été identifiée comme saturée lors de l'exercice réalisé cette année-ci. Concernant la basse tension, donc Sibelga réalise une campagne systématique des mesures des câbles et des transformateurs. C'est des campagnes annuelles, mais également à chaque raccordement, à chaque nouvelle demande sur le réseau basse tension, il y a des mesures qui se font ponctuellement sur le réseau, donc à la demande. Donc, sont mesurés les câbles à partir des cabines de transformation, mais également les câbles basse tension. Chaque année, donc, on mesure environ 500 cabines et environ 3000 câbles. Et les graphiques que vous voyez ici sont basés sur les 5 dernières campagnes de mesure. Ce qu'on constate sur le premier graphique, c'est le taux de charge des transformateurs moyenne tension, basse tension est relativement faible. Donc, le parc de transformateurs est chargé à une puissance moyenne de 33%. Et on constate que 7 sur les 3200 transformateurs ont un taux de charge supérieur à 90%. Pour ces cas de figure-là, une analyse plus détaillée est réalisée, donc une surveillance et une analyse pour identifier s'il s'agit d'une vraie saturation, en sachant que ces mesures quart horaire donnent une indication sur le taux de charge, mais ils ne donnent pas une indication complète sur la saturation du transformateur. Dans le cas échéant, donc des restructurations réseau sont réalisées, donc une répartition de la charge entre les différents câbles en déplaçant des coupures dans le réseau ou en intégrant des points de sectionnement qui permettent de rééquilibrer la charge sont réalisées. Et si ces restructurations ne sont pas applicables, mais les transformateurs concernés sont remplacés. Sibelga prévoit dans son plan d'investissement le remplacement des 3 transformateurs saturés par an. Concernant le réseau basse tension, le taux de charge du réseau basse tension est relativement faible, donc ça comporte 19% en moyenne. Et il y a environ 60 tronçons de câbles basse tension pour lesquels la charge est plus grande, égale à 90%. Comme pour les transformateurs, donc une analyse du réseau est réalisée et le cas échéant, une restructuration du réseau, une répartition, si possible, de la charge entre les différents câbles. Sinon, donc, Sibelga prévoit également dans son plan d'investissement une enveloppe pour le remplacement des câbles saturés. Concernant la qualité de l'alimentation, donc c'est un aspect qui est analysé en continu donc par Sibelga et il comporte 2 volets. C'est la partie continuité de la fourniture et la partie qualité de la fourniture. Donc, la continuité de la fourniture, donc les graphiques c'est relativement petit, donc je vais les expliquer plus en détail. 2 aspects sont analysés, donc l'évolution des incidents sur les assets par cause, donc les causes sont identifiées et les tendances sont analysées, et aussi l'indisponibilité moyenne tension et basse tension, et une distinction elle est faite entre l'indisponibilité totale du réseau et l'indisponibilité incentive regulation. Donc, si on doit synthétiser le graphique qui est situé tout à fait à gauche, donc les différentes causes et sous-causes sont identifiées. Je vais résumer quelques-unes. Donc, les 2 quantités qui sont indiquées en bleu foncé et en bleu ciel, ça représente l'évolution des défauts sur les câbles et les accessoires. Donc, ça veut dire jonction appartenant à Sibelga et qui ont comme cause interne. Donc, ça veut dire que c'est une indication de la qualité intrinsèque de ces assets et qui donne, je dirais, un aperçu sur l'état de santé ou de vieillissement, si on veut, des câbles moyenne tension. Donc, ce qu'on constate d'une manière générale, qu'en haute tension, le nombre d'interruptions diminue depuis 4 ans, et en 2020, donc le nombre d'interruptions enregistrées sont situés sont inférieurs à la moyenne des 3 dernières années. Concernant les équipements appartenant à Sibelga, donc c'est la partie en rose, je pense, oui, donc c'est la partie en rose.
Donc, on constate que le nombre d'interruptions dues à des incidents sur les équipements, donc l'équipement, ça veut dire les cabines appartenant à Sibelga sont relativement faibles, et donc on a une légère diminution par rapport à l'année précédente. On voit également en 2017 une pique sur la courbe noire qui représente l'indisponibilité totale, et cette pique est due à des incidents qui ont été enregistrés sur le réseau tiers. Donc, le réseau tiers comporte à la fois le réseau de gestionnaire de distribution de transport, mais également les incidents enregistrés dans l'installation des clients. Donc, en termes d'indisponibilité, donc c'est l'axe de droite du graphique de gauche, on voit que l'indisponibilité totale et l'indisponibilité incentive regulation a diminué en 2020, donc par rapport aux valeurs enregistrées les 3 dernières années. Comme pour la moyenne tension, donc en basse tension, on constate également une légère diminution du nombre total d'interruptions. Donc ici, on parle de nombre total d'interruptions, quelle que soit la cause. Donc la cause, soit suite à des défauts, soit suite à des actes de conduite de réseau, soit des interruptions planifiées. Donc, malgré une diminution en 2020, on voit qu'il y a deux causes qui restent relativement élevées dans le total des interruptions. Ce sont les interruptions pour des causes non déterminées, sont parfois des défauts latents, des défauts qui se manifestent par après, et des interruptions qui sont non planifiées pour travailler en sécurité sur des assets, vu que l'aspect sécurité reste très important. Donc parfois, Sibelga est amené à couper l'alimentation pour travailler en sécurité sur les différents assets. Donc, concernant l'indisponibilité, on observe en 2020 la même tendance que la moyenne tension, donc une diminution par rapport à l'année précédente, et généralement c'est dû à la diminution du nombre de défauts, ce qu'on va voir par après. Donc le suivant. Donc le deuxième aspect d'évaluation donc de la qualité de la fourniture, donc c'est la qualité d'attention, et Sibelga donc organise ses investissements et ses actions dans le réseau pour répondre aux normes imposées donc par rapport à la qualité de l'attention. Sibelga dispose de trois aspects, de trois axes pour évaluer la qualité de l'attention. Donc, la qualité de l'attention est mesurée en continu dans le point de fourniture. Donc, il y a 48 appareils qui enregistrent en permanence les données concernant la qualité de la fourniture d'électricité. Et ces données-là sont utilisées lorsqu'il y a des demandes, éventuellement des demandes des clients aux tensions pour des cas ponctuels, des quarts de tension. Il faut savoir que donc, les creux de tension et les courts-circuits, dans le cas des analyses, ne sont pas pris en compte comme, entre guillemets, plaintes justifiées venant de la part des utilisateurs des réseaux. En 2021, donc, Sibelga va remplacer les 48 appareils, donc le processus de remplacement est presque finalisé, donc dans les points de fourniture. Et de plus, il va placer 40 appareils dans des cabines importantes, donc des cabines de transformation MTBT qui sont situées dans le réseau moyenne tension et qui permettront d'avoir un aperçu sur la qualité de la tension dans le réseau basse tension. Un troisième volet, c'est la perception de la clientèle, donc par rapport à la qualité de la tension, et donc cette analyse s'est faite à travers les plaintes que Sibelga reçoit de la part des clients. Donc, pour des cas ponctuels, donc Sibelga va réaliser des mesures, des actions vont être mises en place pour y remédier. Donc, l'analyse de plaintes justifiées montre depuis 2016 que le nombre de plaintes justifiées, il est très faible. Et donc, dans ces cas-ci, il n'y a pas des investissements spécifiques qui sont prévus dans les plans d'investissement et qui comportent que la contrainte liée à la tension. Donc, les problèmes ponctuels sont résolus au moment où
sont constatés. Et dans le plan d'investissement, il n'y a pas donc un programme spécifique pour ces volets-là. Pour faire une corrélation maintenant entre les investissements et les objectifs visés en termes de qualité de l'attention, continuité de l'attention. Donc, comme précisé dans le slide précédent, du point de vue de qualité de l'attention, donc il y a le statut, donc le constat fait dans l'analyse réalisée qu'il y a très peu de problèmes constatés chez les utilisateurs de réseau. Donc, dans son plan d'investissement, chapitre 7 du plan d'investissement qui comporte les investissements de Sibelga pour les 5 prochaines années, il n'y a pas d'investissement spécifique qui vise que la qualité de l'attention. Concernant la continuité de la fourniture, donc pour le premier aspect qui est l'indisponibilité, comme précisé sur le slide précédent, la tendance est à la baisse et cette tendance s'explique principalement par la diminution du nombre de défauts sur le réseau. Quelles sont les mesures que Sibelga met en place, que ce soit à travers de la conception du réseau ou à travers les politiques d'investissement et de maintenance? Sibelga Voilà, je sais pas si vous m'entendez. On a perdu là. Oui, il y a un petit souci de son et donc du coup, on va voir comment on va pouvoir arranger ça. Voilà, normalement, on va pouvoir régler le problème. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, ok. Voilà, désolé, donc problème technique. Donc, je reprends la présentation concernant les investissements. Donc, ce que je disais par rapport à la continuité de la fourniture, Sibelga intègre dans la conception des réseaux moyenne tension le critère N-1 qui permet d'avoir 2 circuits distincts en cas d'incident. Donc, il permet la réalimentation via 2 manœuvres télécommandées à distance ou dans le cadre de réseaux maillés sans intervention. La charge est répartie automatiquement sur les câbles qui ne sont pas affectés par les défauts. Sibelga réalise également la télécommande des organes de coupure dans les cabines de transformation. D'ailleurs, dans le plan d'investissement, un programme de télécommande des cabines est intégré donc, pour les prochaines années. Et Sibelga a mis en place toute une série d'actions spécifiques pour anticiper la perte d'un point d'interconnexion de longue durée au point de poste de fourniture. Donc, le réseau de Sibelga est interconnecté, donc ce qui permet en cas d'incident majeur de reprendre la charge, de réalimenter la charge sur d'autres postes. Concernant le réseau basse tension, il n'y a pas d'investissement spécifique, à part, comme pour la moyenne tension, des investissements qui visent à remplacer les assets les plus vétustes, donc en termes de câbles ou des équipements. Concernant le nombre de défauts, donc toujours dans le cas de la continuité de la fourniture, comme indiqué dans le slide précédent, le nombre de défauts moyenne tension et basse tension a diminué et le nombre de défauts moyenne tension se situe en dessous de la moyenne enregistrée ces 5 dernières années. Pour la moyenne tension, donc, Sibelga est conforté dans le choix de remplacement des câbles, dans sa politique de remplacement en égard avec l'évolution du nombre de défauts. Donc, elle maintient sa politique de remplacement de câbles les plus vétustes dans le réseau. Et ces investissements sont prévus dans le chapitre 7 du plan d'investissement. Pour la basse tension, Sibelga continue le remplacement des câbles basse tension, des armoires basse tension et boîtes souterraines, les plus vétustes dans son réseau.
Et du point de vue équipement, donc l'équipement, ça concerne tous les équipements moyenne tension qui se trouvent dans les cabines de transformation ou sur le réseau basse tension. Sibelga remplace les équipements au matériel ouvert dans les cabines de transformation, les tableaux basse tension les plus vétustes et les armoires ou les boîtes souterraines non isolées. Ok, donc je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à Iwan. Oké, dankjewel Alex. Ik heb nog 3 onderwerpen, enkele projecten die Sibelga doet om de transitie van de energietransitie te begeleiden of te volgen. En dan wil ik het nog specifiek hebben over de conversie van de netten 400 volt in Brussel, om dan af te sluiten met een klein overzicht van de belangrijke investeringen die we gaan doen in de volgende 5 jaar. De energietransitie is eigenlijk de overgang van regelbare centrale productie, regelbaar, dus afstembaar op de evoluties in de verbruiken, naar een gedecentraliseerde productie, een productie die niet regelbaar is, die de wind- en zonne-energie moet volgen en die dus noodzaakt om ook de verbruiken af te stemmen op die intermitterende productie. Sibelga startte een aantal studies en daar ga ik er nu van een aantal uitlichten om die impact van die evoluties op de netten goed te begrijpen en te kunnen anticiperen in de uitbouw van zijn netten. Een eerste nieuw punt is natuurlijk de decentrale productie. We hebben het er al een paar keer over gehad, waarbij we mogelijke impact op de netten gaan hebben als de energie die we transporteren fluctueert. Maar op dit ogenblik hebben we nog weinig problemen in onze netten vastgesteld. Nu, er zijn wel al enkele punctuele problemen met de spanning geweest en daar hebben wij dus onze netten moeten versterken. En dat geeft aan dat we dat toch verder moeten opvolgen. Want als we tot 2 jaar terug niet zoveel productie hadden, dan hebben we dat, ik heb het al aangehaald, de laatste 2 jaar dus eigenlijk een explosie van aantal installaties in Brussel gezien. En dus wij gaan dat verder opvolgen. Voor grote productieinstallaties, dan heb ik het over cogeneraties of grote installaties van zonnepanelen bij onze klanten, dan doen wij elke keer een simulatie van het effect ervan in het hoogspanningsnet. En onze ambitie is om dat in de nabije toekomst ook voor belangrijkere, of toch voor laagspanning dan in installaties in het laagspanningsnet ook een simulatie te kunnen doen. Het tweede puntje heb ik ook al aangehaald, dus dat de verbruiken afgestemd moeten worden op de productie en dat er verschillende producten van flexibiliteit op de markt komen. Het is al zo dat sinds enkele jaren Elia een aantal van die flexproducten gebruikt om zijn reserveproductie vast te leggen, om zo de stabiliteit van het net te kunnen gaan garanderen. Verder is het ook belangrijk dat de geproduceerde energie ook lokaal, daar waar ze geproduceerd, gebruikt gaat worden. En we zien verschillende initiatieven van local energy communities of autoconsommation collectieve. En Sibelga is betrokken of begeleidt enkele van die projecten. Wij verwachten in de toekomst dat er daarvan veel meer gaan zijn. En hoe wij daaraan toe bijdragen is natuurlijk het metergegeven, dus de uitbater of de beheerder van die installaties of van die gemeenschappen voorzien van de nodige informatie om alles te kunnen regelen. Ja. Het grote punt is natuurlijk de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Er zijn al vele studies gedaan in de wereld, in Europa, ook in België. Sibelga heeft zelf enkele jaren terug al een studie gedaan voor de impact op zijn netten. Er is voor 2 jaar terug een studie in Synergrid geweest die eigenlijk de bevindingen van Sibelga bevestigt. Dat is dat wij, Alex heeft het al aangetoond, de huidige reserves in de netten
zullen kunnen gebruiken om heel wat voertuigen of laadpunten op te vangen. En natuurlijk uitgezonderd enkele lokale problemen, want je hebt ook gezien, er zijn er toch al een aantal kabels boven de 90% belast, ook een aantal transformatoren boven de 90% belast. Ja. Nu, nog een aantal vaststellingen, maar wat belangrijk is, dat in tegenstelling wat tot vorig jaar toch in de pers naar voren geschoven werd, is het net in Brussel dat voor een groot deel bestaat uit 3x230 volt, en ik kom daar straks op terug, geen echte belemmering voor de ontwikkeling van de elektrische voertuigen. Wat belangrijk is de capaciteit die we kunnen leveren en het vermogen van de laadpalen. Daarom dat Sibelga twee acties naar voren schuift. Ten eerste het vermogen van de laadpalen zelf, te gaan de klemtoon te leggen op het traag opladen, en dus echt per uitzondering maar voor een snelle oplading te doen, en de laadpalen die dan de snelle oplading gaan doen, om die dan eventueel in de toekomst te kunnen gaan sturen. Wij zien nu gebouwen uit de grond komen waar dat er in de garages natuurlijk al veel laadpalen gaan komen, en dan raadt Sibelga aan om die laadpalen of de laadcycli van de voertuigen in de garage te gaan sturen, om het piekvermogen dat de installaties gaan afnemen op onze netten toch zo laag mogelijk te houden. De ontwikkeling van laadpalen in Brussel zelf neemt een hogere vaart aan. Tegen 2035 zouden er 11.000 laadpalen moeten zijn in Brussel. En Sibelga is aangeduid als coördinator van die plaatsingen. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat Sibelga zelf geen laadpalen zal zetten. Dat is de markt die dat gaat doen. Maar wij helpen of begeleiden bij het installeren ervan, ook voor de aansluitingen natuurlijk. En Sibelga heeft een budget voorzien, of een politiek voorzien, om die laadpalen aan te sluiten. Normaal in 230 volt als er nog reserve is op het bestaande net. In 400 volt als er een 400 volt net aanwezig is. Of als de capaciteit van het 230 volt net niet voldoende is, dan wordt er een uitbreiding altijd in 400 volt gedaan. En eventueel kunnen er ook specifieke aansluitingen in 400 volt voorzien worden, maar dat is dan onder voorwaarden van de situatie ter plaatse, onder andere dat er geen onnodige investeringen uitgevoerd moeten worden of geen uitbreidingen groter dan 50 meter. Nu, die 50 meter heeft meer te maken met de moeilijkheid om ze te leggen. Ik bedoel, het zware proces voor coördinatie om kabels te leggen in de voetpaden. Dat brengt ons tot er was nog één puntje, de installatie van slimme meters. Tot vorig jaar hadden wij een rollout gepland van 100% slimme meters in 2030. Sibelga blijft overtuigd van de noodzaak van slimme meters voor iedereen of voor alle eindafnemers. Slimme meter is eigenlijk een onderdeel van een slim net. We hadden dan ook gehoopt op een evolutie in de wetgeving ter zake, maar het blijkt dat die toch niet naar een volledige uitrol evolueert en dat we in het Brusselse stedelijk gewest de slimme meter zullen beperken tot een aantal niches van verbruikers. Sibelga heeft dan ook zijn plan tot volledige uitrol opgeschort of onderbroken en wij wachten op de publicatie van de nieuwe ordonnantie ter zake om dan na te kunnen gaan op welke manier we zo efficiënt mogelijk de slimme meters kunnen installatie in de weerhouden niches. Let wel, voor alle nieuwe installaties die nu al in een van die niches horen, en dan heb ik het onder andere over de nieuwe aansluitingen, over grondige renovaties van gebouwen, dan heb ik het over dus lokale productieinstallaties, over dus laadpalen en dus laadpunten voor elektrische voertuigen. Daar worden nu ook al slimme meters geplaatst.
Het is zo dat we op termijn zelfs enkel nog slimme meters zullen installeren. Het aantal klassieke meters dat wij vandaag nog zetten, neemt zienderogen af. Met een kleine uitzondering vorig jaar eigenlijk, maar dat is gewoon het gevolg van problemen voor aanleveringen van slimme meters door de coronacrisis. Dan nog enkele dingen, nog enkele woordjes over ons 400 volt politiek of ons huidige 230 volt net. Historisch gezien, ja, je mag naar de volgende slide gaan. Historisch gezien hebben wij dus 3 soorten van netten. Een zuiver 3x230 volt net, een 3x230 volt plus 0 liter net en een 3x400 volt plus 0 liter net. Dat gaat dan over 3-aderige en 4-aderige kabels, maar ook over transformatoren, al dan niet met een extern nulpunt. En daar hebben we dus 3 soorten transformatoren ook. De transformatoren die enkel 3x230 volt kunnen leveren. We hebben er die enkel 3x230 volt plus 0 liter kunnen leveren. Nu, die werden tot enkele jaren terug nog geïnstalleerd. En wij zitten dus met een historiek die ons verhindert om het net in 1 keer om te bouwen. Het is zelfs zo dat, dus voor dat 3x230 volt zuiver, dat we dat niet kunnen ombouwen naar een 3x400 volt plus 0 liter. In het tweede geval, de kabels, is niet zo echt een probleem. Die kabels zijn goed voor 400 volt ook, maar daar hebben we dus 10% van de transformatoren waar dat het geen ombouw mogelijk is. Nu, Sibelga bereidt zich al enkele jaren voor op de overgang naar 400 volt door vandaag nog uitsluitend 4-aderige kabels te leggen, door vandaag enkel transformatoren te plaatsen die zowel 230 volt als 400 volt kunnen leveren en door te eisen dat elke nieuwe installatie die aangesloten wordt ook geschikt is voor 400 volt als we ze nog op 230 volt zouden aansluiten. Waarom willen we naar 400 volt gaan? 400 volt heeft toch wel een aantal voordelen. Om eenzelfde vermogen te verplaatsen of te verdelen, is er minder verlies. Er is dus meer capaciteit, meer capaciteit, maar als we hetzelfde vermogen hebben, hebben we minder netverliezen, wat dus ook ten goede komt aan het milieu. Verder zijn er ook tal van applicaties bij de klanten die toch meer en meer op 400 volt gaan rekenen. En in sommige gevallen zijn het laden van elektrische voertuigen. Dus ik denk dat er nog 1 merk is dat er nog problemen heeft om dat in 230 volt te gaan doen. Dus op termijn willen we naartoe gaan. Hoe gaan we dat dan doen? Wel, als wij een net 3x230 volt vervangen, of 3x230 volt plus 0 liter de kabels gaan vervangen, dan is de eerste vraag, blijven we in 230 volt of gaan we naar 400 volt? We hebben dus een aantal criteria voorzien dat wij geen 230 volt meer installeren, maar effectief ons net gaan ombouwen. Die criteria zijn vooral, kunnen we achteraf nog een logische netstructuur behouden, eventueel met een beetje meer te investeren, maar is vooral, wat gaat het kosten bij de klanten? Want het is zo, dat klanten aangesloten in 3x230 volt, als ze aangesloten zijn in mono, het is te zeggen tweefasig, is er geen enkel probleem om over te schakelen. Maar het toeval wil, of het noodlot wil, dat een groot deel van de klanten effectief aangesloten zijn in 3x230 volt, zelf geen nulleider in hun installaties hebben en eventueel zelfs driefasige toepassingen hebben. Dat vraagt dan toch wel een hele aanpassing van die installatie, wat dus in sommige gevallen niet toelaat om het net om te bouwen of volledig om te bouwen. Dus ik heb het direct ook over de politiek gehad en nu ben ik een beetje verrast. Ja, de investeringen zelf dan. Op lange termijn, als je kijkt in de investeringsplannen, is daar een volledig hoofdstuk aan gewijd, maar het belang zit in 1 tabel die hier in 2 stukken gegeven wordt. Belangrijk is dat de investeringen stabiel zijn over de volgende 5 jaar.
U ziet ook dat er een aantal programma's zullen aflopen in de eerstkomende jaren. Dan heb ik het over installatie van CAB-installaties of TCC, zoals we noemen, de tariefsturingen. Die zijn eigenlijk dit jaar afgelopen. Dus normaal zetten we de laatste installaties in dienst in december. Maar verder ziet je ook de afname van vervangingen van verouderde relais, die dus ergens in de loop van de jaren zullen aflopen. In de eerste lijnen ziet je een aantal namen van voedingspunten of verdeelpunten. Dat is wat Alex daar straks vermeld heeft. Dat zijn dus overal waar PF voor staat, dus een voedingspunt of een koppelpunt met Elia. Daar zijn de werken, worden dus nauw afgesproken met Elia zelf en zijn eigenlijk gewoon per project gepland. Voor de rest zijn het enveloppen, zoals we het noemen, omslagen met aantallen die per jaar gerealiseerd zullen worden. En dan de tweede tabel gaat het meer over de investeringen in aansluitingen en meters. En zoals gezegd, het grote verschil met vorig jaar is dat de rollout smart meter on hold gezet werd. En maar natuurlijk worden er nog slimme meters geplaatst. Ik heb dat straks aangehaald in de verschillende niches. En die slimme meters zitten vervat in de 14.578 werken op vraag van klanten, die dus zowel slimme meters zijn en in enkele gevallen toch nog altijd klassieke meters. Dat was het voor de voorstel van ons investeringsplan. En dan staan wij nu open voor vragen. Ik zie dat er een aantal vragen binnengekomen zijn en dat er ook al op geantwoord is. Ik weet niet of er nog vragen specifiek mondeling beantwoord moeten worden. Mehdi? Oui, je vais répondre aux différentes questions. Alors. Ja, maar Mehdi mag antwoorden. Hè? Maar misschien toch even voorstellen wie je bent, Mehdi. Présente-toi d'abord aussi. Oui, tout à fait. Donc, bonjour, Mehdi Cruz, responsable stratégie et innovation chez Sibelga. Donc, j'ai lu vos questions avec grande attention, particulièrement celle autour de la mobilité électrique et des pompes à chaleur. Donc, je vais d'abord répondre aux deux questions d'Éric Monami, qui posait d'abord la question sur finalement les idées de projection en termes de pompes à chaleur en région de Bruxelles-Capitale et leur impact finalement sur notre pointe de consommation. Donc il y a deux choses importantes à considérer autour des pompes à chaleur, en particulier dans le contexte bruxellois. C'est que d'une part, une pompe à chaleur s'installe dans un bâtiment qui est relativement bien isolé, ce qui est un problème relativement important à Bruxelles aujourd'hui. Et deuxièmement, vous savez que les échanges qui sont nécessaires au niveau des pompes à chaleur nécessitent un accès au sol ou avec des sources qui permettent des échanges d'énergie efficaces. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, Sibelga considère que les opportunités autour des pompes à chaleur aujourd'hui à court terme sont relativement limitées en région de Bruxelles-Capitale. Tout ceci pourrait évidemment évoluer avec l'accélération de l'isolation du bâti bruxellois. Donc on est très attentif à cela, mais pour l'instant dans nos projections, on considère que leur impact sera pour le moment relativement limité, mais c'est la raison pour laquelle nous mettons à jour nos plans d'investissement chaque année. C'est pour pouvoir évidemment les faire évoluer en fonction de l'évolution sur le sujet. Voilà. Alors au niveau des véhicules électriques, vous posez aussi la question de savoir quelle est nos projections en matière d'évolution de véhicules électriques privés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus ou moins 500 000 véhicules privés qui dorment à Bruxelles, donc qui appartiennent à des Bruxellois qui vivent à Bruxelles. Le reste, ce sont plutôt des véhicules de navetteurs. Donc, dans nos projections qu'on a réalisées en 2019-2020, dans le cadre de l'étude Baringa que M. Poutz vous a présenté, on estimait de l'ordre de 20 à 30% de véhicules électriques qui deviendraient électriques en Belgique. Et donc, on a intégré évidemment les véhicules bruxellois, mais aussi les véhicules des navetteurs qui viennent se recharger à Bruxelles, sachant malgré tout que ces véhicules-là se rechargeront plutôt à tendance au bureau et donc plutôt iront soutirer de l'électricité sur notre réseau moyenne tension, haute tension et moins sur notre réseau basse tension. Donc,
Voilà, ça, ce sont les estimations et ce sont les hypothèses d'impact que nous avons pris à ce niveau-là, au niveau des véhicules électriques. Et j'enchaîne directement avec la question de Monsieur Mustrom, qui dit que finalement la stratégie aujourd'hui est fortement centrée sur la recharge lente et non la recharge rapide. Il faut savoir que la stratégie de recharge n'est pas définie par Sibelga, mais par le gouvernement. Et l'approche qui est posée aujourd'hui et que personnellement je partage, c'est que une grande partie des bornes, en tout cas en voirie, vise à répondre à des besoins résidentiels. Il faut savoir que près de 60% des Bruxellois n'ont pas de garage chez eux. Et donc ces personnes, si on souhaite qu'ils passent aux véhicules électriques, doivent avoir des solutions de recharge accessibles. Et ce qui dit accessible dit soit en voirie, soit dans des parkings qu'on appellerait semi-publics, donc accessibles au public, et qui permettraient d'offrir des vitesses de recharge suffisantes pour pouvoir se recharger en une nuit. C'est-à-dire qu'avec de la recharge lente ou normale, sur des réseaux 230, on peut déjà atteindre 7,4 kVA de puissance, ce qui permet de recharger finalement le parcours moyen du Bruxellois à 30 km ou du Belge 50 km en quelques heures, c'est-à-dire de façon complètement suffisante. Par contre, pour revenir sur la question de la recharge rapide de Monsieur Monami et de Monsieur Mestrom, nous sommes persuadés qu'à côté de ces recharges normales, il est nécessaire d'avoir, à des endroits de forte rotation, des bornes plus rapides, qui pourront venir se brancher sur nos cabines, qui sont déjà pour une grande partie compliant 400 volts, et à partir desquelles nous pourrons facilement tirer des câbles 400 volts pour les alimenter. Et à côté de ça, nous sommes persuadés que de la recharge super rapide, donc au-dessus de 50 kilowatts, voire plus, pourrait être nécessaire à quelques points stratégiques pour venir finalement rassurer l'utilisateur, le consommateur, se dire en temps normal, je me recharge sur la recharge normale, ce qui est amplement suffisant en l'espace de 12 heures d'immobilisation de mon véhicule. À côté de ça, j'ai des possibilités de recharge au bureau. Et au final, si je dois pouvoir me recharger complètement en 20 minutes, 30 minutes pour pouvoir repartir, eh bien, j'ai des solutions qui existent à quelques points stratégiques qui pourraient alors cela être liés à notre réseau haute tension. Donc voilà la vision. On ne pense pas que la recharge lente ou normale est la seule solution, mais en tout cas, c'est une solution qui est tout à fait suffisante à domicile ou en voirie, en complément évidemment de solutions plus rapides. Merci. Alors, il y a encore une question de Monsieur Dawan qui est rentré. Donc, du coup, je pense que Sibelga peut aussi peut-être répondre à cette question. Donc, la question concerne le passage en 400 volts pour les bâtiments ayant des installations photovoltaïques injectant en 230 volts. Et comme j'ai dit, quand on transforme un réseau en 400 volts, c'est justement le nombre d'installations qui sont pas prêts pour ce raccordement en 400 volts qui limite un peu le nombre de projets. Et je pense que dans certains cas, effectivement, les bâtiments resteront encore un certain temps en 230 volts. Ça dépend simplement où ça se trouve exactement et combien il y en a dans la rue, etc. Oui, moi je peux peut-être prendre la question de Monsieur Lallemand qui demande si la recharge intelligente sera une option obligatoire dans tout ce qui est recharge publique. Donc c'est une demande effectivement exprimée par le gouvernement et la task force régionale en charge de définir la vision du déploiement public. Il y a clairement un objectif d'intégrer du pilotage ou de la recharge intelligente, de manière à, évidemment, à plus long terme, ne pas venir sursaturer le réseau pour rien. Et donc tout ça sera évidemment intégré dans les différents marchés, dans les différents appels d'offres qui vont voir le jour dans les années à venir pour la recharge publique à Bruxelles. Mais merci. Donc, il y a encore 2 questions qui sont rentrées. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc, si vous en avez encore, à les noter dans l'onglet questions. Et donc, du coup, je sais pas, il y a une question de Monsieur Monami et de Monsieur Van der Hucht. Sibelga, est-ce que vous pouvez répondre?
Oui, donc pour la question de Monsieur Van der Gucht, donc ça, je l'invite à se diriger vers le gouvernement et les notes de vision du gouvernement qui détermineront un petit peu les modalités autour de ça. Et alors, concernant la question de Monsieur Monami autour de la structure des tarifs qui devront favoriser le partage d'électricité verte, alors ici, effectivement, c'est quelque chose qui est en préparation et les discussions sont en cours pour définir la manière, déjà, quels incitants tarifaires à mettre en place et comment ces incitants peuvent respecter la structure du réseau. C'est une excellente question. Et donc, pour l'instant, c'est en discussion avec notre régulateur et avec le gouvernement. Ok, donc merci. Alors, normalement, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Donc, je ne sais pas si je vais peut-être encore laisser quelques minutes pour éventuellement les nouvelles questions. Als er nog vragen, aarzel niet dus om deze in te schrijven en we zullen antwoorden. Et s'il n'y a plus de questions, alors on passera, je repasserai la parole à mon collègue Farid Fodil Pacha, qui vous expliquera avec un petit schéma quel est le timing qui est prévu pour la suite. Donc voilà, je propose qu'on attende encore peut-être 1 ou 2 minutes, mais voilà, il n'y a pas l'air d'avoir encore des questions qui rentrent dans le chat. Alors, je propose qu'on passe au dernier slide de la présentation. Je te passe la parole. Ah, il y a une question qui rentre, pardon. Oui, alors c'est excellente question, effectivement. Les charges semi-rapides nécessitent du 400 volts. Le réseau de Sibelga couvre en termes de longueur de câble de l'ordre de 84% en 230 volts et un peu quelques 16% en 400 volts. Il faut savoir qu'il y a deux problématiques à ce niveau-là. D'une part, on a beaucoup discuté avec les constructeurs automobiles et on a une tendance à faire petit à petit disparaître les possibilités de recharge semi-rapide, ou en tout cas de les rendre optionnelles dans les véhicules, car cela implique d'avoir un redresseur et toute une électronique de puissance embarquée qui nécessite du triphasé, etc. Et donc la tendance finalement des constructeurs est plutôt de partir sur de la recharge qu'on va appeler lente ou normale, monophasée, donc compatible avec du réseau de 130 volts, en matière de recharge alternative, et puis ensuite de permettre alors des puissances beaucoup plus élevées en matière de recharge continue, là où l'électronique de puissance en matière de redressement du courant et de la tension se fait au niveau de la borne. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est une tendance qui est réelle et qui nous pousse à penser, et c'est déjà le cas, c'est ce qu'on observe en Norvège, qu'on est de plus en plus en train d'abandonner la recharge semi-rapide au profit de la recharge super rapide et de la recharge lente. À côté de ça, on fait souvent l'amalgame entre, on pense souvent que les bornes de recharge semi-rapides, qui seront probablement nécessaires à certains endroits à forte rotation dans la ville, par exemple près d'espaces commerciaux, etc., va se faire directement sur les câbles qui sont enterrés en rue. La vision de Sibelga est différente, c'est de dire que comme ce sont de toute façon des puissances relativement élevées, on va plutôt partir de nos cabines. Donc, on a un peu plus de 3500 cabines réseau dispersées de façon plus ou moins équitable sur le territoire et qui sont pour une grande partie déjà 400 volts compliant, c'est-à-dire que ce sont déjà des transfos qu'on appelle 7 pôles qui délivrent du 230 et du 400 volts et pour une bonne partie sont déjà équipés de tableau général basse tension 400 volts. À partir de là, il y a un article qui est rédigé dans le règlement technique à cette fin. Pour autant qu'on respecte une série de critères de proximité, de non-coordination de chantier, etc., avec d'autres impétrants, Sibelga sera en mesure de pouvoir acheminer du 400 volts à partir de ses cabines pour alimenter des bornes semi-rapides. Et donc, quand on tire finalement un périmètre à vol d'oiseau autour de ces cabines qui sont compliant, on se rend compte qu'on couvre une bonne partie du territoire. Et donc, en tout cas, Sibelga n'est absolument pas inquiet sur le fait de devoir acheminer du 400 volts pour de la recharge semi-rapide en voirie lorsque c'est nécessaire. Mais pour rappel, c'est le gouvernement qui définit la vision en matière de recharge et Sibelga l'exécute. Merci, Monsieur Cruz. Il y a une question qui suit directement, donc du coup, je ne sais pas si vous souhaitez y répondre, et sinon, il y a 2 nouvelles questions qui sont rentrées.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, pour les services de taxi, les véhicules partagés et dans des zones à plus forte rotation, il est évidemment à l'étude de placer des bornes semi-rapides ou des bornes plus rapides, et tout ça est en discussion actuellement et intégré dans le plan de déploiement des bornes. Donc il y en aura, je vous le rassure, pour tous ces besoins et personne ne sera oublié. Mais simplement dans les zones résidentielles et purement résidentielles, la recharge normale sera privilégiée. Dans les autres zones et pour les véhicules partagés, tout ça sera réglé évidemment avec de la recharge semi-rapide ou plus rapide. Et tout ça est évidemment pris en compte dans le plan de déploiement. Et alors, il reste une question de Madame Penès. Oui, tout à fait. Donc, sur les aspects de flexibilité et diminution de la demande, donc, au niveau des réseaux basse tension, on est en plein dedans. Les discussions sont en cours au niveau de notre département marché, d'analyser finalement quelles sont les opportunités en matière de flexibilité. Ouais, donc, en matière de flexibilité pour répondre à des besoins de congestion sur notre réseau, savoir qu'il y a deux problématiques, les aspects de congestion sur le réseau et puis les aspects équilibre entre production et consommation au niveau de notre zone de réglage belge. Mais toujours est-il que, évidemment, on a toutes des études et des analyses en cours et des discussions sectorielles avec les autres gestionnaires de réseau belges et les discussions sont très ouvertes et un alignement fort est recherché sur le sujet pour analyser un petit peu tout ce potentiel de flexibilité, potentiellement de diminution de la demande à ce regard. Merci. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une question qui est rentrée entre-temps, mais pendant que vous répondiez à la question par rapport aux véhicules électriques. C'est une question de Monsieur Mestrom par rapport au CRM. Est-ce que vous avez une réponse à apporter? Gérer la production, Je ne connais pas le cas exact, mais effectivement, à partir de certaines puissances, on ne sait plus le raccorder à partir du réseau. Et on demande une installation d'une cabine. Ouais. Je antwoord niet op de CRM. Nee, ik heb het op de vraag van 800 parkeerplaatsen. Hè? Oui. En fait, des consommations plus de 100 kVA, on me demande déjà d'installer des cabines clients. De CRM, dat was de vraag over de CRM. Het zijn voor bestaande klanten, het is puur modélisation. Oui, donc du coup, Sibelga prend juste le temps de lire la question pour pouvoir le répondre. Donc du coup, on va juste peut-être patienter un petit peu. Des questions de mise en place là. Je hebt Michel Maestro. Ja. Voilà, donc Sibelga va prendre connaissance de la question et va voir va pouvoir vous apporter une réponse. Donc je vois que Monsieur Ropers a posé une question, mais on va répondre par écrit, donc visiblement. Monsieur Poets, vous prenez la parole, oui? Je vais laisser la parole à Monsieur Piret. Oui, ik had beantwoord. De eerste vraag, ik had een antwoord gegeven. En je hebt een bijkomende vraag gesteld. Waarom geen impact? Uiteindelijk zijn bestanden klanten die al aangesloten zijn, die al produceren. Dus dat heeft geen impact op het net. Omdat we spreken niet over bijkomende productiemiddelen. Het is puur een vraag van Elia om een bestaande productiemiddelen te kunnen gebruiken in het context van CRM. Dus dat heeft geen enkel impact op het net, uiteindelijk. Daar. Merci. Alors, Ouais, et il reste une dernière question de Monsieur Ropers concernant les tarifs dynamiques. Monsieur Cruz, c'est Farid propose de répondre à cette question. Alors peut-être si après vous souhaitez encore rajouter quelque chose, mais donc je passe la parole à Farid. Parfait. Oui, les tarifs de distribution font partie des compétences de Brugel. En fait, ici, pour vraiment implémenter des tarifs dynamiques, il faut d'abord
Il faut d'abord qu'il y ait un besoin par rapport à la capacité du réseau, et Sibelga l'a montré dans sa présentation que le réseau professionnel est suffisamment dimensionné. Ensuite, il faut que ces tarifs soient prévus dans la méthodologie tarifaire. Et vu les besoins actuels de réseau, ce type de tarifs ne sont pas prévus dans la méthodologie tarifaire actuelle qui va se terminer en 2024, mais c'est une option qu'on va étudier pour la prochaine période tarifaire en fonction des besoins du réseau et aussi de déploiement des compteurs intelligents et qui sont communicants avec le marché. C'est deux conditions essentielles pour implémenter ce type de tarif. Merci Farid. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. On arrive tout doucement au bout de notre séminaire. Donc, je propose qu'on passe au timing, enfin à la timeline qui reste. Et donc, je repasse la parole à Farid pour expliquer. Tout d'abord, j'aimerais remercier les intervenants de Sibelga pour la qualité de leur présentation et aussi pour la qualité de leurs réponses orales ou écrites. Maintenant, pour ce qui concerne les étapes suivantes, ce slide schématise un peu les grandes étapes de ce processus de consultation sur les projets de plan d'investissement d'Ilia et de Sibelga. Il faut savoir qu'actuellement, on est dans une phase d'examen de la version draft de ces projets de plan d'investissement et on est en cours donc d'une consultation publique qui a été lancée sur le site de Bruxelles. Je rappelle que tous les documents sont relatifs à ces projets de plan d'investissement sont publiés sur le site de Bruxelles avec une note d'accompagnement et des questions et des questionnaires relatifs à ces plans. Donc on vous invite à aller consulter le site de Bruxelles pour pouvoir participer et contribuer à enrichir et à améliorer les projets proposés. Au 15 juillet, Bruxelles va remettre ses propres remarques, comme le prévoit l'ordonnance, sur ces projets de plan d'investissement. Il va communiquer aussi toutes les remarques reçues et les observations durant la consultation publique aux opérateurs pour qu'ils puissent les intégrer dans la version définitive que nous allons recevoir, comme le prévoit aussi l'ordonnance, le 15 septembre. Sur la base de ces versions définitives, Bruxelles va rendre son avis avant le 30 octobre au gouvernement qui dispose d'un délai jusqu'au 31 décembre de cette année pour accepter ou refuser les projets proposés. Donc j'insiste encore une fois et pour vous inviter vraiment à participer via les questionnaires qui sont mis à votre disposition. Il s'agit vraiment d'un exercice de démocratie participative. Donc, vous avez l'occasion d'influencer les propositions de projets de plan d'investissement d'Ilia et de Sibelga. Voilà, sur cela, je vous remercie par avance et je passe la parole à ma collègue. Merci Farid. Et donc voilà, on est arrivé au bout de notre présentation de notre webinaire. Donc pour rappel, jeudi, on a le webinaire gaz. Donc vous avez toujours la possibilité ou de vous inscrire ou de suivre le lien. Et donc voilà, je propose maintenant d'arrêter ici. Je vous souhaite à tous une bonne journée et peut-être à jeudi. Merci. Merci. Merci à tous. Non, il faut sortir quelque part. Hein.